Bonsoir et bienvenue à la Tablée politique. Au menu ce soir, nos panélistes exposeront leur point de vue sur 3 sujets. Le premier, l'état actuel de l'itinérance dans les Laurentides. Le deuxième, la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Et le troisième, l'élection partielle dans Terrebonne le 17 mars prochain. Il me fait plaisir de vous présenter à nouveau mon panel composé de 4 passionnés de politique. Marie-André Bonneau, Marlène Cordato, Ramès Ayoub et Charles-Éric Gionnet. Bonne émission. Débutons avec notre premier dossier, l'état actuel de l'itinérance dans les Laurentides. Alors, il faut savoir que la grande région des Laurentides détient désormais le 2e rang de la hausse de l'itinéraire parmi toutes les régions du Québec. Ce constat est basé sur le dernier dénombrement effectué chez la population itinérante et qui chiffrait à 464 le nombre de personnes sans domicile. Ce sont des données recensées en octobre 2022, alors que le prochain dénombrement aura lieu le 15 avril prochain. On est déjà certain que le nombre sera beaucoup plus élevé, d'autant plus que la crise du logement est actuellement à son plus fort, avec une hausse démesurée du coût du loyer. Les villes de Saint-Eustache, Sainte-Thérèse, Mirabel, Saint-Jérôme et Mont-Laurier sont notamment au cœur de ce phénomène croissant. Alors, ma première question, quels sont les principaux facteurs de risques sociaux de l'itinérance? On va commencer par Charles-Éric. Merci, Michel. Bien, écoutez, je vais répéter cette statistique-là que j'ai sortie à une émission précédente. On parle de 109 d'augmentation de l'itinérance visible de 2018 à 2022. Ça, c'est des statistiques qui n'incluent pas l'itinérance qui n'est pas comptabilisée, qui n'est pas visible, mais surtout les situations de milieux précaires. Et si on parle de risques, les risques à venir, c'est avec l'augmentation, comme vous avez dit, des prix des loyers, l'augmentation des denrées alimentaires. Les familles deviennent excessivement vulnérables s'il y a séparation, s'il y a perte d'emploi, s'il y a encore augmentation du prix des loyers. Donc, il y a une portion de la population qui se retrouve à avoir littéralement aucune marge de manœuvre. Donc là, nous, on s'expose collectivement parce que l'itinérance, c'est une responsabilité collective. C'est pas une personne ou un organisme ou un gouvernement qui peut régler tout ça. Donc, on se trouve à avoir à trouver des solutions pour empêcher ces familles-là d'être devant une obligation de toujours survivre. Mais moi, j'ai envie d'y aller de ratio là, pour remettre ça dans quelque chose de compréhensible. En fait, tu sais, un ratio acceptable pour un loyer serait d'à peu près de l'ordre du 25 à 30 % sur un revenu familial. Oui. Aujourd'hui, un loyer qui vaut 2 000 $ par mois, bien, il faudrait qu'un revenu familial soit de 8 000 $ pour avoir une situation acceptable. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu viens de nommer, Charles-Éric, parce qu'on parle d'itinérance visible et d'itinérance non visible. Donc, la précarité, elle est là, elle est palpable en ce moment sur le territoire. On est au 2e rang, les Laurentides, du facteur d'itinérance en augmentation. Donc, il faut absolument agir. Puis, on est dans une crise, assurément, une crise sociale sans précédent par rapport à ça. Tout à fait, tout à fait. Marlène, toi qui... Bien, effectivement, on le voit, c'est difficile pour les familles. Donc, ce que ça fait, c'est que ça cause plusieurs problématiques. Donc, on échappe des citoyens qui ne peuvent plus rester dans leurs appartements, garder leur maison. On voit que l'aide alimentaire augmente. Donc, ça, là, ce sont des étapes. Fait que ça commence... ça va par étapes, puis là, on les perd, en fait, puis après ça, ils perdent leur logement, puis on les retrouve dans la crise de l'itinérance. Mais c'est aussi en lien avec des dépendances, de la santé mentale. Fait que c'est un dossier qui est complexe, qui est difficile à régler parce que ce sont des individus, donc chaque cas est différent. Mais il va falloir qu'on travaille tous ensemble sur ce qui amène les gens là. La précarité, puis ensuite la santé mentale et la crise des dépendances. Mais la crise du logement, c'est... Est-ce qu'il y a de l'itinérance beaucoup à Boisbriand? Je ne l'ai pas mentionné tantôt. On la voit pas, mais c'est sûr qu'il y en a. Les gens vont se regrouper dans des centres, dans des centres-villes. Fait qu'il y en a assurément. On en a déjà vu, mais elle est moins visible. Mais il y a beaucoup de précarité. Oui, en effet. Ramès? C'est ça la particularité des Laurentides, c'est qu'il n'y a pas de centre-ville, à part Sainte-Thérèse particulièrement, où il y a un centre-ville bien établi comme on les connaît. Et les gens, se regroupent et ne se regroupent pas quelque part. Des fois, et les gens ont la particularité de l'itinérance, c'est aussi
c'est l'isolement. Ouais. Donc, les gens, la personne, c'est assez rare qu'on voit des familles entières en itinérance. Ça se peut, là, ça peut arriver. Il y a des moments très critiques dans la vie où où les familles ont un besoin d'aide, mais d'habitude sont prises en charge. Il y a une certaine prise en charge qui peut être perfectionnée. Mais on l'a dit, la perte d'emploi, l'éclatement familial, les hommes particulièrement sont plus à même de s'occuper d'eux-mêmes quelque part tout seuls, en itinérance et aller chercher un peu d'aide et tout ça, mais finalement, ont besoin de beaucoup plus. Là. Il y a moyen et on doit faire plus. Puis dans les Laurentides, ce que je voulais mentionner, c'est que les grands centres-villes comme Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, un peu, il y a un centre-ville, Saint-Jérôme, pas le nommer. Mais toutes les autres villes de banlieue ont de l'itinérance, mais il n'y a pas nécessairement quelque chose de visible et il n'y a pas nécessairement... Ils n'ont pas le fardeau. C'est-à-dire, si vous prenez Lorraine, Rosemère, il n'y a pas un fardeau sur l'itinérance qui va dire « Ah ben OK, qu'est-ce qu'on fait à Lorraine pour l'itinérance? » On ne la voit pas. Elle n'est pas là. Mais quels sont les... qu'est-ce que la Ville de Lorraine peut faire? Qu'est-ce que la Ville de Rosemère peut faire au Bois-des-Filions, des plus petites municipalités, plus petites villes? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider régionalement? Donc, c'est un problème régional, puis il faudrait l'adresser de façon régionale. Puis il y a le côté pas dans ma cour, qui est attaché à ça là, très facilement. Oui. Alors, comment c'est géré aussi? Mais c'est un réflexe, puis je suis content que notre collègue fasse mention de Saint-Jérôme. C'est un réflexe de dire, bien, on la voit, elle est présente, le centre-ville de Saint-Jérôme, elle est visible, mais les intervenants nous disent que c'est pas nécessairement tous des Jéromiens qui sont là. Donc, il y a des campements qui sont là, les gens qui sont... les intervenants nous disent, bien, c'est des gens qui viennent un peu partout des Laurentides, de Laval, par moment, qui se regroupent ensemble parce qu'il y a des services à gauche et à droite. Mais les besoins, le manque de ressources est criant, manque de ressources physiques, des buanderies, des halles de chaleur, manque de ressources humaines avec des intervenants. Mais là, c'est à savoir, on met les sous où? Mais là, il y a une multitude d'organismes qui ont des solutions. Bien, ça fait un effet de... On saupoudre un peu à gauche et à droite. Tout le monde a des initiatives. Elles sont bonnes parce qu'il n'y a pas une solution miracle. Il y a des interventions qui doivent être faites sur plusieurs niveaux. Mais il y a quand même un manque. Je veux dire, il n'y a pas de grands projets structurants. Il y a une coopération de développement communautaire qui est là, qui essaie de faire le tri dans tout ça. Oui, mais le manque est là. C'est une responsabilité qui est globale. Puis, bien, comme on l'a dit, c'est un peu de dire, bien, le problème, il est chez vous, il va falloir que vous le régliez. Mais l'arrêté, c'est pas ça. C'est une action régionale qui devrait être vers la situation de l'itinérance en général. Là. Oui. En fait, l'itinérance dans les villes de banlieue qui n'ont pas de centre-ville, on ne la voit pas, mais elle est existante. Ça va être quelqu'un qui va être dans sa voiture, ça va être quelqu'un qui va aller de maison en maison, d'ami en ami, qui va se trouver un endroit. Fait qu'elle existe, mais elle n'est pas visible. Ouais. Alors, il va falloir que les villes, toutes les villes, en fait, aident. Je pense qu'elles sont déjà sensibles à ça, puis trouver les moyens qui sont... selon les règles qui les gouvernent aussi, là, parce qu'il y a une limite à ce que les villes peuvent faire. Elles peuvent réserver des terrains, peuvent offrir du sport aux organismes communautaires, elles peuvent offrir de l'aide, mais il y a une grosse partie qui relève du gouvernement, parce que ce sont des actions qui vont relever du gouvernement, que ce soit pour le logement abordable, la santé mentale, la crise de dépendance. Et là, ça prend d'autres actions. Il y a des maisons d'hébergement. À Saint-Jérôme, il y en a des maisons d'hébergement? Oui, il y a beaucoup il y a des centres de jour, entre autres. Puis, tu sais, j'interpelle mes collègues qui étaient au municipal. C'est un problème, c'est un phénomène, en fait, qui est en croissance. Puis, c'était pas nécessairement une ligne qui était au budget, qui était nécessairement budgétée pour croître d'année en année. Comment on peut entrevoir une action municipale concrète pour venir aider sa population? Ça doit être un casse-tête. Les villes sont interpellées parce que les citoyens sont interpellés. Puis un maire, un conseiller municipal, un conseillère municipale, c'est la même chose. Quand il voit quelqu'un dans la rue, ça lui fend le cœur, puis il veut trouver une solution. Il n'y en a pas nécessairement. Son budget municipal n'est pas conçu pour adresser ça. Ça ne fait pas partie de ses devoirs et responsabilités auparavant, mais les villes le prennent parce qu'ils veulent répondre aux besoins de la population. Mais il faut se poser la question, l'argent qu'on va mettre pour aider, pour régler la crise, c'est de l'argent qu'on prend de taxes municipales. Ce ne sont pas alors que l'argent est prélevé sur les impôts pour faire ça. Alors, on est toujours dans... C'est pas notre responsabilité, mais on veut le faire parce que c'est notre monde. Alors, ça devient difficile. Il faut le justifier parce que quand on prend l'argent pour faire ça, on ne prend pas pour faire autre chose. Alors, il y a tout le temps, les municipalités sont toujours déchirées, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'ils ont des moyens.
Mais des ressources, il y en a, il faut continuer à les C'est toujours la crainte pour une municipalité d'ajouter une ligne dans le budget. C'est une nouvelle ligne qui n'existait pas avant, puis on dit « Ah oui, on va la prendre comme responsabilité », mais tu dis c'est temporaire. Ouais. Mais il n'y a rien de plus permanent que le temporaire quand on arrive à ce genre d'intervention. Alors, puis les intervenants autour, les autorités qui entourent les municipalités, le gouvernement provincial et d'autres, bien, ils voient comment les municipalités s'occupent bien d'eux-mêmes, s'occupent bien de leur population. Donc, finalement, l'intervention est peut-être moins importante qu'elle le devrait, parce qu'un budget municipal, c'est pas pour régler des problèmes sociaux, là. On n'est pas là, il n'y a pas de budget santé, il n'y a pas de budget... c'est-à-dire, à un moment donné, il faut quand même pouvoir respecter le côté administratif d'une municipalité. Les grandes villes, c'est des villes à charte. Elles ont ces responsabilités-là, Montréal, Québec et d'autres grandes villes. Mais le reste des municipalités, elles n'ont pas ça. Ni les moyens, ni les finances, ni la responsabilité. Qu'elles le font, c'est parce qu'elles le font avec bon cœur. Est-ce que ça va amener à avoir une responsabilité qui va être un peu déléguée aux municipalités d'un certain nombre d'habitants? On parle à deux anciens maires. Ouais. Hein? Je suis convaincue que le gouvernement aimerait ça, mais comme toute responsabilité qui part du gouvernement provincial vers les municipalités, ça vient avec zéro argent. Ça vient avec un budget. Un budget de zéro. Le leadership est toujours là au municipal. Je dirais que l'ensemble des collègues, ex-collègues, étaient toujours ouverts à aller de l'avant, puis mettre en place quelque chose, puis être créatif. Mais ça prend le budget qui va avec pour qu'on puisse réaliser, pour avoir les moyens de ses ambitions. Là. Et puis, on a parlé de gradation. On a parlé de gradation. L'itinérance, c'est la finalité ultime de la précarité. Mais les villes sont aux premières lignes de cette espèce de gradation-là. Donc, inévitablement, il y aura une responsabilité partagée, mais il faut bien que les financements suivent. Il faut absolument le soutien financier du gouvernement du palier du provincial. C'est tout le temps qu'on a. C'est tout le temps qu'on a. On s'excuse. On arrête pour une heure. Faire une émission. C'est le sujet d'une émission facile. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Il y a des grands besoins. Ah, c'est épouvantable. Je peux conclure comme ça. Merci. C'était vraiment bien documenté. Passons au dossier de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. La course à l'investiture du Parti libéral du Québec est déclenchée depuis le 13 janvier dernier. Le nouveau chef sera couronné vainqueur le 14 juin prochain. 4 candidats sont sur les rangs. Pablo Rodriguez, Charles Milliard, Marc Bélanger et Mario Roy. Denis Coderre vient d'annoncer son retrait de cette course. La date limite pour déposer leur candidature est le 11 avril prochain. Ils devront, au préalable, remplir certaines règles établies par le parti afin d'être admissibles à cette course à la chefferie. Alors, ma première question, lors de l'annonce du retrait de Denis Coderre, qui a connu la mauvaise journée, le Parti libéral ou Denis Coderre? Michel, je suis certaine que Denis Coderre n'a pas passé une bonne journée. Non, j'en doute pas. Assurément. Je ne suis pas certaine que le Parti libéral a aimé sa journée non plus, parce que nécessairement que ça amène une couverture médiatique qu'il ne souhaitait pas qui vienne entourer le Parti libéral. Mais je dirais qu'assurément, c'est Denis qui a passé la plus mauvaise journée, j'imagine. Oui, avec l'ambition qu'il a. Moi, l'opinion, je te dirais que c'est... Oui, sûrement que Denis Coderre a passé une mauvaise journée. Je dirais une mauvaise semaine, parce qu'il devait savoir tout ça bien avant que ça sorte. Il devait s'en douter. Mais le Parti libéral aussi n'a pas passé une très bonne... c'est-à-dire, quelque part, l'avenue de Denis Coderre, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, bien, ça suscite le débat, ça suscite un engouement ou... Une visibilité pour le parti. Bien, une visibilité, c'est-à-dire, ça suscite quelque chose, qu'on soit pour ou contre. Ouais. Alors, que là, présentement, bien, c'est-à-dire, je trouve que c'est un peu tranquille. Ouais. C'est sûr que l'ère médiatique, l'ère politique est aspirée par Trump, est aspirée par la course au Parti libéral du Canada. Donc, tout ça, puis, ben, ça laisse peu de place. Ça laisse peu de place. Mais 6 mois, c'est à peu près 6 mois, la course au provincial, bien, c'est long. C'est très long. Puis, mais ça devrait susciter. Là, le but premier, c'est de trouver un chef, mais le fait de se trouver un chef, c'est de pouvoir susciter un engouement pour la population, parler du parti, voir qu'est-ce qu'il y a à offrir de nouveau, qu'est-ce qui a changé au Parti libéral. Il faut que ça vienne. Sinon,
on perd un peu le momentum, on perd l'opportunité. Puis d'autant plus que les élections, c'est en septembre-octobre 2026. C'est ça. Donc, encore bien du temps. Il y a du temps, mais c'est pas le... Ça ne sera pas le temps. C'est une élection, c'est pas une course à la chefferie. C'est bien différent. C'est ça. Marie-André, as-tu des commentaires? Bien, je suis assez d'accord avec Ramez ici. On dirait que la course à la chefferie du Parti libéral du Québec est complètement sous l'ombre en ce moment. Là, on en entend peu parler. Cela dit, M. Rodriguez porte ça à lui seul là, au niveau des médias. On entend parler de lui, on le voit, il est présent, il se promène. Il est venu dans la région des Basses-Laurentides il y a à peine 2 semaines. On le voit à Rosemère, tout à fait. Donc, on le voit. J'ai l'impression, sur la scène médiatique, qu'on le voit porter cette course à la chefferie à lui seul pour l'instant. Mais bon, tu sais, je pense que effectivement, c'est une conjoncture de plein de choses. Là. On est dans un moment où la course à la chefferie, c'est pas non plus les élections provinciales. On parle des élections provinciales en 2026. Donc, les gens sont comme peu intéressés en ce moment à entendre parler de ce qui se passe, là, j'ai l'impression. Bien, écoutez, d'ici quelques semaines, on devrait entendre que M. Coderre se présente à la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Puis d'ici quelques mois, il va se présenter à la mairie de Montréal, si on est patient. Je fais presque des blagues en disant ça, mais j'ai l'impression que ça amène assurément un peu de cynisme aussi. J'imagine que les libéraux qui n'ont quand même pas eu une bonne élection, qui n'est pas un parti qui attire tant d'intérêt que ça depuis les dernières années, j'imagine qu'ils ne devaient pas vouloir avoir une candidature comme celle de Denis Coderre. Peut-être quelqu'un qui émergeait, qui sortait, quelqu'un d'un peu plus jeune avec des nouvelles idées, qui venait donner un petit coup. Mais là, tu as Denis Coderre qui vient se coller à vous. Puis là, bien, on va mettre un peu l'attention sur pas la course à la chefferie, mais l'individu. Puis qu'est-ce qui va se passer avec ça? Fait, c'est du temps perdu, mais là, j'imagine qu'ils vont passer à un autre appel. L'intérêt, on en a parlé un petit peu dans la population pour l'instant. C'est trop loin. C'est trop loin. C'est trop loin. Il y a trop d'affaires politiques qui se passent en ce moment. Donc, c'est relégué vraiment à la fin, là, entre le roi de l'Amérique, si je peux dire, pour pas dire autre chose, le roi de l'Amérique, puis la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, là, il y a un grand espace entre les deux, là, ça suscite moins, fait qu'il n'y a pas d'espace médiatique pour eux. Mais même si je sais qu'on ne pourra pas se revoir avant le mois de juin, là, qui pourrait remporter la course? Là? Je comprends que Rodriguez se promène un peu partout, on l'a vu dans la région ici, là, mais y a-tu... Je pense que la course, en ce moment, elle se passe entre 2 personnes, là, M. Rodriguez et M. Milliard. On voit plus M. Rodriguez sur la scène médiatique parce que je pense qu'il est plus connu du public, assurément. M. Milliard, il semble faire peut-être une campagne au niveau des membres, plus au niveau de la communauté économique. Mais je pense qu'on peut déjà positionner là, la course envers ces 2 choix-là. Le temps avance. Un mot, un nom? Non, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas un couronnement, tout simplement. Il ne faut pas qu'on revive le Dominique Anglade du parti auparavant. Débat d'idées. Faut qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait une vraie course. Ça serait intéressant pour eux, pour le parti, puis pour la population aussi, de voir qu'est-ce qui se passe dans les autres partis, avoir un peu suscité l'intérêt. Il faut qu'il y ait une course. Charles-Éric, un mot, un nom. Bien, j'ai l'impression qu'ils vont... les libéraux vont essayer de miser sur la figure connue, la stabilité. Je pense que c'est un meilleur pari. Je pense que M. Rodriguez est la seule personne, je pense, qui va... Pablo Rodriguez, l'expérience. L'expérience. Je pense que c'est là qu'ils vont aller. Bien, merci beaucoup, c'était bien. Merci. Dernier sujet à aborder, l'élection partielle dans Terrebonne le 17 mars prochain. À la suite de la démission du député-ministre Pierre Fitzgibbon, il y a 5 mois, le premier ministre a annoncé le déclenchement de l'élection partielle dans Terrebonne. Son successeur sera élu le 17 mars prochain. Sur la ligne de départ, il y a 5 candidats annoncés. Alex Gagné, Coalition Avenir Québec, Catherine Gentilcore du Parti québécois, Virginie Bouchard du Parti libéral du Québec, Nadia Poirier de Québec solidaire et Ange-Claude Bégili-Mana pour le Parti conservateur du Québec. J'adresserai peut-être la première question à Ramez. Prévoyez-vous une élection difficile pour la Coalition Avenir Québec? Écoutez, Terrebonne est connu comme un territoire péquiste au départ, c'est-à-dire M. Fitzgibbon a été élu.
pour la CAQ. M. Fitzgibbon était un super ministre, donc une présence extrêmement importante. Maintenant, dans une partielle, ben, c'est toujours un peu le même phénomène. C'est le bulletin pour le parti au pouvoir. Alors, oui, je prévois un bulletin un petit peu difficile pour la CAQ. Les derniers sondages le montrent, les dernières actualités, aujourd'hui même, on parle de la SAC. Alors, il y a plein de choses, une conjoncture qui fait que la population de Terrebonne, d'après moi, va choisir de revenir aux sources, revenir au niveau du Parti québécois. Comme un vote contre? C'est un vote de contestation, un vote... c'est un bulletin, comme je le dis, donc c'est une appréciation du gouvernement. Et puis, bien, je pense que ça va permettre aux autres partis, par contre, de se pratiquer un peu le côté des élections dans une partielle. Pour le Parti libéral, ça va démontrer un peu où est l'équipe du terrain, comment ça fonctionne, et puis voir s'ils sont capables de faire une bonne figure. Puis la même chose pour les autres partis, le Québec solidaire et le Parti conservateur. Mais moi, j'entrevois une victoire du Parti québécois. Bien, effectivement, on est dans une photo, une élection partielle, on est dans une photo momentanée. En ce moment, la CAQ a perdu des plumes, là, pas juste dans le comté de Terrebonne, mais là, on s'en va en élection dans Terrebonne. Donc, assurément, je pense qu'on va voir un changement de couleur là, dans Terrebonne pour revenir probablement vers les péquistes. Là, la CAQ était quasiment une anomalie là, dans le parcours de Terrebonne, de la circonscription de Terrebonne. Donc, je pense qu'on va revoir les péquistes revenir à la partielle. Je vous rappelle qu'il y a eu Gaétan Barrette aussi. Une certaine période. C'est vrai. Fait que c'est un comté qui peut flotter un peu. Vas-y, Charles. C'est un bastion souverainiste. Effectivement, ça va revenir là où ça doit être. Et puis, si on regarde ça, le PQ a décidé de jouer quand même ça de façon sérieuse. Catherine Vanticard, c'est la présidente du parti. C'est un peu la relève. C'est une politicienne qui est destinée à jouer un rôle important au sein d'un gouvernement péquiste. Elle a 39 ans, donc c'est le renouveau du parti. Je pense que la CAQ, qui est peut-être la seule autre option, les libéraux partent de 10 aux dernières élections, ont 17 actuellement. Les libéraux ne seront pas élus dans Terrebonne. Québec solidaire non plus, le PCQ non plus. Donc, est-ce que le candidat de 27 ans que la CAQ propose va faire oublier un peu disons, l'humeur du moment de la population envers le parti de François Legault? Non. Ça va être intéressant de voir si les gens vont se présenter pour aller voter dans la situation actuelle. On va être le 17 mars. Moi, je serais étonné qu'il y ait un haut taux de participation, mais si c'est le cas, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que les gens vont peut-être avoir un message de la politique, c'est important. Si on ne veut pas se faire arranger par la politique, aussi bien l'arranger nous-mêmes puis apprendre à prendre acte. S'il y a 30 de taux de participation, je serais surpris. Moi aussi, je pense. Mais... Oui, mais en fait, dans une partielle, il n'y a jamais un haut taux de participation parce que les gens, pour eux, c'est pas aussi important parce que ça ne vient pas changer le portrait global. Donc, on n'est pas dans des circonstances où un candidat de plus donnerait une majorité. Ça ne changera rien. La CAQ a gagné aux dernières élections, M. Fitzgibbon, avec plus que 49 des votes, des voix. On ne verra pas ça là, dans la prochaine élection. Puis moi aussi, je pense que ça va revenir dans le bastion du Parti québécois. Mais encore faut-il que les gens aient voté. Alors, je pense que c'est ça qui va se passer là, pour Terrebonne. Ils vont revenir aux sources, surtout qu'ils avaient choisi quelqu'un d'autre et que cette personne-là les a quittés avant la fin. Ouais, alors, pas tendance à remercier nécessairement. Donc, ils vont exprimer leur mécontentement sur le portrait global, possiblement, mais aussi sur le fait que la personne est partie avant la fin. Souvent, ça laisse une trace. D'habitude, l'incertitude économique favorise le parti au pouvoir. C'est comme on l'a au fédéral actuellement, qui aide actuellement le Parti libéral du Canada. On ne le voit pas actuellement dans Terrebonne, à cause que c'est une partielle? Ou comment? Probablement, oui. Terrebonne, les personnages ne sont pas polarisants non plus. Si on avait deux têtes d'affiche qui s'affrontaient avec des propos sur la situation internationale actuelle, il y aurait assurément mobilisation, puis on aurait peut-être plus que 20 mais il n'y a pas un futur ministre là, qui va être élu là. Pas maintenant. C'est pas à court terme, là, c'est pas ça. Non. Puis, est-ce que je me trompe? C'est-à-dire qu'il n'y a que la CAQ qui a un candidat masculin, tous les autres, c'est des candidates. C'est un peu, c'est-à-dire quelque part, si on regarde, si on analyse un peu, moi j'aurais été à la CAQ, j'aurais dit, là, il faudrait peut-être trouver
susciter un peu l'intérêt des femmes là, pour aller en politique. Ce sera peut-être un de nos sujets. Oui, ça va l'être dans la prochaine émission. Bien, merci encore une fois. Merci pour les panélistes pour cette belle émission-là. Et à la semaine prochaine.